Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de notre système solaire. Nous allons voir quelle est sa place au sein de l'univers, mais également de quoi il est composé. Tout d'abord, petit rappel de ce qu'on a vu précédemment. Eh bien, précédemment, nous avions vu la théorie du Big Bang, c'est-à-dire que à partir du néant, il y a eu une explosion et l'univers est apparu à une taille infiniment petite, beaucoup plus petit qu'un grain de sel, et puis il a commencé à s'expandre de plus en plus pour devenir l'univers qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il continue encore actuellement à s'expandre. Et cette découverte-là a été faite par Edwin Hubble qui a observé quoi? Il a observé que des choses s'écartaient les unes des autres. C'est comme cela qu'il a déduit que l'univers était en expansion. Et quelles sont ces choses qui s'écartent les unes des autres? Ce sont les galaxies. Qu'est-ce qu'une galaxie? Nous allons le découvrir maintenant. Il faut savoir qu'une galaxie, eh bien, c'est un amas d'étoiles qui tourne autour d'un trou noir. Voici notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et au centre de notre galaxie, ici, attention, ce n'est pas le Soleil, pas du tout. Le Soleil, on pourrait dire notre Soleil, notre système solaire, il se trouve quelque part par là. Mais au centre de notre galaxie se trouve quelque chose que l'on appelle Sagittaire 1, et ce quelque chose, c'est un trou noir. Et un trou noir, en fait, il a pour effet d'attirer tout ce qui se trouve dans ses alentours. Et c'est grâce à cette attraction très forte qui finalement, ça va permettre à rassembler les étoiles et les faire tourner autour de ce trou noir. C'est d'ailleurs pour cela que notre galaxie, la Voie lactée, a comme une forme de spirale, comme ça, car cette forme-là est due au mouvement de rotation des étoiles autour du trou noir. Et des étoiles comme notre Soleil dans notre galaxie, eh bien, il faut savoir qu'il y en a entre 200 et 400 milliards. Euh, donc une galaxie, c'est quelque chose de très très grand qui comprend énormément d'étoiles, on va dire environ 300 milliards d'étoiles comme notre Soleil. Une galaxie, c'est très grand, ça contient beaucoup d'étoiles, mais comparé à l'immensité de l'univers, une galaxie, c'est très très petit. Ici, nous avons une photo de ce que l'on appelle l'univers observable. Nous pourrions dire que nous sommes au centre, et la partie de l'univers que l'on peut observer, eh bien, n'est pas plus grande que ce rayon-là. Au-delà, on ne peut pas regarder, on ne peut pas voir au-delà de cet espace-là. Et donc l'univers observable, l'univers que l'on connaît finalement, est très très petit comparé à la réalité de la grandeur de l'univers. Donc il y a une différence entre ce que l'on peut voir, mais entre ce qui est vraiment. Ce qui est vraiment est beaucoup plus grand que ce que l'on voit. Alors, dans cet univers, l'univers c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est le tout on pourrait dire, eh bien il y a l'univers observable, on pourrait dire que l'on sait observer, et dans l'univers observable, on observe des galaxies. Et ces galaxies ne sont pas disposées n'importe comment, elles sont disposées en genre de filaments, comme ça. Finalement, c'est très étonnant car ce genre de photos-là, ça ressemble beaucoup à des photos du cerveau avec les neurones et les connexions qu'il y a entre eux. Et donc, si je zoome encore un petit peu plus sur ces filaments qui représentent les chaînes de galaxies, je vais dire, eh bien, j'aurai une image plus nette des galaxies qui se retrouvent accolées les unes aux autres, mais encore une fois, pas n'importe comment, avec euh, comme un genre de filet, on pourrait dire comme un genre de toile d'araignée, avec des zones où il y a les galaxies et des zones plus noires où ce serait plutôt du vide. Et donc, parmi
toutes ces galaxies que vous venez de voir précédemment, avec toutes ces belles couleurs. Chaque couleur différente, ça représentait une galaxie. Nous, notre galaxie, c'est la Voie lactée qui est plutôt de couleur blanchâtre. Eh bien, la voici notre galaxie. Et donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a le trou noir au centre, Sagittaire A, qui attire très fort toutes les étoiles vers lui et qui entraîne un mouvement de rotation de celle-ci, qui lui donne sa forme de spirale comme ça. Et à ce niveau-là, à environ 26 000 années-lumière, se trouve notre système solaire. Alors, il faut savoir que 26 000 années-lumière, c'est la distance qui sépare notre système solaire du centre de notre galaxie. C'est très très grand car ça représente 1,708,200,000 fois la distance Terre-Soleil. Pour faire ça, retenez que la distance entre notre système solaire et le centre de notre galaxie, c'est environ 2 milliards de fois plus loin que la distance entre la Terre et le Soleil. Et donc c'est pour vous donner une idée à quel point notre galaxie elle est grande. Mais finalement, comparé à l'immensité de l'univers, comme on vient de voir précédemment avec les galaxies disposées en filaments, eh bien les galaxies sont très très petites à côté de l'immensité de l'univers. Et donc si on fait un zoom ici sur l'endroit où se trouve notre système solaire, eh bien nous nous rapprochons et nous verrons notre système solaire qui est composé forcément de notre Soleil, des planètes qui tournent autour et encore d'autres choses que l'on va découvrir par la suite. Alors un peu d'histoire, de temps en temps c'est bien, il y a un peu des formes de contes, d'où vient le nom la Voie lactée. Alors de manière plus rationnelle, la Voie lactée, en fait, lactée ça vient du mot lait en latin, parce qu'elle a cette couleur blanchâtre. Elle laisserait comme une genre de traînée blanchâtre dans le ciel. Et il y a aussi un conte d'Anciens qui disait que, en fait, la divinité grecque, Zeus, le dieu de la foudre, il aurait eu un enfant avec Héra. Héra, une femme qui n'était pas une déesse. D'accord? Et donc, cet enfant-là, que Zeus a appelé Héraclès, eh bien, il était un peu triste parce que Héraclès n'était qu'un demi-dieu et finalement il n'aurait pas la vie éternelle. Et donc, il a voulu le faire téter au sein d'une de ses femmes qui était une vraie déesse. Et en fait, lorsque la vraie déesse s'en est aperçue, que l'enfant qui n'était pas le sien était en train de téter son sein, elle l'a retiré brusquement. Héraclès a craché une giclée de lait, et c'est ça finalement qui a donné naissance à notre galaxie, la Voie lactée. Bon, on y croit, on n'y croit pas, faites ce que vous voulez. Mais donc voilà, c'est aussi de ce conte d'anciens Grecs qui a donné le nom de notre galaxie, la Voie lactée, car c'est dû à la traînée blanchâtre, la giclée de lait qu'a craché Héraclès de sa bouche, qui aurait formé la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire. C'est pas très très important, mais je vous le dis quand même. Alors, on passera à chaque étape par quelques questions pour voir si vous maîtrisez un peu la matière. Si vous savez y répondre, c'est que c'est pas trop mal. C'est pas suffisant, je vous en demanderai un peu plus, mais c'est une base de savoir répondre aux questions que je vais à chaque fois vous poser dans cette vidéo. Complétons les mots manquants. La Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil s'appellent, eh bien, finalement, le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour, c'est le système solaire. Ok? Notre système solaire se trouve dans une galaxie, ok, avec le trou noir au centre et parmi toutes les autres étoiles qui tournent autour, il y a notre Soleil et ses planètes. Et donc notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Je pense que ça, vous ne l'oublierez pas, notamment avec le conte
d'Héraclès, le fils de Zeus, qui a craché une giclée de lait. Et on y trouve, comme je vous l'ai dit également précédemment, plus de 200 milliards d'étoiles au sein de cette galaxie. Et finalement, comme je vous l'ai dit également, les galaxies, comparées à l'immensité de l'univers, c'est très très petit. Et donc, toutes les galaxies sont contenues dans l'immensité de l'univers, dont on ne peut observer qu'une partie. Car il y a l'univers observable, c'est ce que l'on peut voir, mais c'est également cela très petit comparé à tout l'univers en soi. Donc retenez par ordre de grandeur, il y a notre système solaire, le plus petit, qui est dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée, qui est déjà beaucoup plus grande, mais la galaxie que l'on appelle la Voie lactée est elle-même très petite comparée à l'immensité de l'univers. Nous allons à présent découvrir de quoi est composé plus en détail notre système solaire. Il y a forcément au centre notre Soleil, ensuite les 8 planètes qui gravitent, qui tournent autour, et il y a un élément comme la Lune, finalement il y en a beaucoup, qu'on appelle les satellites, qui eux ne tournent pas autour du Soleil, mais tournent plutôt autour des planètes. Alors, on va parler un peu de notre étoile qui nous permet de vivre, autour de laquelle on tourne, qui s'appelle le Soleil. Premièrement, on voit que notre Soleil, eh bien, au centre, il y a ce qu'on appelle le noyau. C'est une partie plus solide du Soleil, une partie qui est composée de fer, pour faire simple. Et comme on voit ici, il y a une flèche qui va vers l'extérieur et une flèche qui va vers l'intérieur. Et ça, c'est deux forces qui sont en tension, on pourrait dire. Il y a la force qui va vers l'extérieur, en fait, c'est l'énergie libérée par la fusion nucléaire. On va voir après ce qu'est la fusion nucléaire, mais la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui se passe dans le Soleil qui lui permet de dégager beaucoup d'énergie et finalement de nous envoyer la chaleur, la lumière dont nous avons besoin. Et donc ça, c'est une force qui aurait tendance à tirer le Soleil vers l'extérieur, à pousser sur le Soleil pour qu'il s'étend. Mais il y a une autre force qui contrecarre celle-ci, c'est la force de gravité qui justement a tendance à pousser le Soleil vers l'intérieur, tirer le Soleil vers son centre. Et cette force-là, ça s'appelle la gravité. Et finalement, pourquoi le Soleil ne s'effondre pas sur lui-même et pourquoi il ne s'expand pas comme un ballon? Eh bien, car il y a un équilibre entre ces deux forces-là qui lui permet d'avoir la taille qu'il a actuellement. Nous verrons plus tard qu'à un moment, il va y avoir un déséquilibre entre ces deux forces. Et le Soleil va s'effondrer sur lui-même, et puis d'un coup, il va exploser. Et donc, là, ce sera la fin de notre étoile et la fin de notre système solaire. Nous le verrons plus tard. Alors, on verra qu'il y a plusieurs sortes d'étoiles. Retenez bien que notre Soleil, c'est une naine jaune. Nous verrons ensuite que la matière à l'intérieur du Soleil, elle est à l'état de plasma. Nous verrons ce que c'est plus tard. Alors, il faut savoir que le Soleil à lui tout seul représente plus de 99% de la masse de notre système solaire. C'est-à-dire que si on rassemble toutes les planètes, eh bien, elles pèseront moins, 100 fois moins, que la masse de notre Soleil à lui tout seul. Et donc la composition du Soleil, ça paraît étonnant, mais le Soleil est principalement composé de gaz, de deux types de gaz, l'hydrogène et l'hélium. Et donc c'est une région où se réalise la nucléosynthèse. Nous allons voir plus en détail ce qu'est la nucléosynthèse, mais retenez en un premier temps que la nucléosynthèse, c'est la formation de toute la matière qui nous entoure aujourd'hui. C'est au sein du Soleil, même au sein de toutes les étoiles finalement, que se produise la matière. Ce sont des véritables usines à production de matière, les étoiles.
Alors, comme vous voyez, il y a différents types d'étoiles, hein. Je vous demande pas de les retenir, je vous demande pas de les connaître, c'est juste pour vous donner une idée que finalement, eh bien, toutes les étoiles ne sont pas comme notre Soleil, mais retenez que notre Soleil, c'est une naine jaune, d'accord? Euh, et on verra par la suite que plus tard, le Soleil, comme je vous l'ai dit, va s'effondrer sur lui-même, puis il va s'exporter d'un coup, et notre Soleil, euh, qui est au milieu de sa vie, il a environ 4 milliards d'années, notre Soleil, 4,5 milliards d'années, et dans 4 ou 4,5 milliards d'années plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se transformer en géant rouge et carboniser toutes les planètes qui se trouvent dans ses alentours, la Terre compris. Alors, comme je vous avais dit, la matière à l'intérieur du Soleil, elle est à l'état de plasma. Je vous ai dit également que le Soleil est composé d'hydrogène et d'hélium. D'accord? Il faut savoir que, en fonction de l'état, euh, la matière ne se comporte pas de la même manière. On va se concentrer sur de l'eau. L'eau, en fait, elle est composée de molécules d'eau. D'accord? Imaginons que ça, ce soit de l'eau. Et donc ça, ce sont plein de molécules d'eau qui sont collées les unes contre les autres. Et donc lorsqu'il fait très très froid, eh bien, euh, les molécules d'eau ont la forme d'un glaçon, sont à l'état solide. Lorsque la température augmente un petit peu, eh bien, on voit que les glaçons fondent et ils arrivent à l'état liquide. On voit bien que l'état liquide, c'est pas pareil que l'état solide. Euh, il va prendre par exemple la forme du récipient qui le contient. Il n'aura pas de forme fixée. Et puis ensuite, si on augmente encore la température, les molécules vont complètement se détacher et vont être à l'état de gaz. Et là, ils vont s'expandre dans tout l'espace qui l'entoure. Et si on chauffe encore davantage, la matière va être encore plus agitée et finalement, ce sont les molécules elles-mêmes, même plus que ça, les atomes eux-mêmes qui vont se décomposer. On pourrait dire, pour faire simple, que à l'état de plasma, la matière se déstructure complètement, la matière se décompose et les particules vraiment les plus petites qui composent les noyaux des atomes. Vous faites pas trop chauffer le cerveau, on n'a pas encore vraiment parlé d'atomes, on en reparlera un peu plus tard, mais sachez juste, retenez à notre niveau que la matière dans le Soleil, elle est à l'état de plasma, il y fait très 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 chaud, et les particules de matière y sont très très agitées et se désolidarisent, se détachent les unes des autres. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Alors, qu'est-ce que la nucléosynthèse? Je vous avais dit que c'est là où se forme la matière, et finalement, la matière, euh, elle est composée d'atomes. L'atome, on pourrait dire, ce sont les briques fondamentales qui composent notre matière. Et donc, comme vous le voyez dans la photo ici, eh bien, au sein de notre Soleil sont formés différents types de briques fondamentales, différents types d'atomes, comme le lithium, le beryllium, on a aussi l'hélium, on a le carbone, l'oxygène, le fluor que vous connaissez, le calcium, le potassium, eh bien, tous ces atomes-là, toutes ces briques fondamentales qui composent la matière sont formées au sein du Soleil. Et ça, comment ça se passe? Ça se passe grâce à la fusion nucléaire. Au sein du Soleil, je vous avais dit que la fusion nucléaire, eh bien, c'est ça qui lui permet de libérer beaucoup d'énergie pour nous envoyer de la chaleur et de la lumière. Eh bien, la fusion nucléaire, c'est quoi? Ce sont des atomes tout petits, comme des atomes d'hélium, comme on voit ici, ce sont des tout petits atomes avec peu de particules. D'accord? Les particules qui composent les noyaux des atomes, ce sont des protons positifs et des neutrons qui n'ont pas de charge, qui sont neutres. Donc ces protons et ces neutrons-là, ils vont fusionner, ils vont s'assembler pour former des noyaux d'atomes plus gros. Et donc en fusionnant, ils vont d'une part créer de nouvelles matières, et en même temps, en plus de ça, eh bien, cette fusion-là va permettre de libérer énormément d'énergie. Et c'est cette énergie-là qui est libérée grâce à la fusion nucléaire qui est en fait la chaleur et la lumière que nous envoie le Soleil aujourd'hui.
D'accord? Et donc, je sais que là, ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup d'infos d'un coup. Prenez le temps d'assimiler les choses. Mais donc, j'ai prévu, en fait, des petites particules, on va dire, pour essayer de mieux vous représenter la chose. D'accord? Ici, admettons qu'on a deux atomes d'hydrogène. D'accord? Vous voyez, c'est des atomes très petits, avec seulement un proton en rouge et un neutron en blanc. D'accord? Eh bien, lors de la fusion nucléaire, ils vont d'une part s'assembler pour former un atome plus gros que l'on appelle l'hélium. Donc c'est comme ça que la matière se crée. Et en même temps, en fusionnant, eh bien, ça libère beaucoup d'énergie sous forme de chaleur et de lumière que le Soleil peut nous envoyer. Et de fil en aiguille, de l'autre côté, il y a d'autres atomes d'hydrogène qui ont fusionné pour donner d'autres atomes d'hélium. Et à leur tour, les atomes d'hélium vont eux-mêmes fusionner pour, d'une part, libérer encore beaucoup d'énergie, mais également former de nouveaux atomes encore plus gros comme le carbone, l'oxygène, etc. Et donc, c'est grâce à cette réaction de fusion nucléaire que finalement, toutes les matières qui constituent notre univers aujourd'hui et même nous-mêmes, notre propre personne, notre peau, nos cheveux, nos os, etc., eh bien, toute la matière qui nous compose, même nous-mêmes, eh bien, elle provient au départ du Soleil. Et donc, comme je vous avais dit, à un moment, le Soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'effondrer sur lui-même et puis d'un coup, la pression sera trop forte et donc il va exploser. En fait, il faut savoir que lorsque le Soleil aura usé tout son carburant, donc tous ces gaz d'hydrogène et d'hélium qu'il aura réalisé, beaucoup de fusion nucléaire et qu'il aura consommé finalement tous ces gaz, eh bien à un moment, euh, il va s'effondrer sur lui-même. Et en s'effondrant sur lui-même, eh bien, il va y avoir un moment où euh, il va libérer beaucoup d'énergie. On pourrait dire que la croûte qui entoure le Soleil ne va pas pouvoir résister, et c'est là où la croûte va se percer, va exploser, c'est là que le Soleil va s'agrandir, s'étendre et devenir une géante rouge qui va finalement carboniser toutes les planètes qui l'entourent. Il va comme exploser ensuite à ce moment-là. Et donc, deux phases dans la fin de vie du Soleil. Première phase, il aura consommé tout son carburant, et la force de gravité va devenir trop forte, donc il va s'effondrer sur lui-même et devenir très petit. Mais après, une fois qu'il sera effondré sur lui-même, il va libérer beaucoup d'énergie qui sera concentrée, et donc la croûte qui entoure le Soleil va craquer, et donc ça va être l'inverse. La force vers l'extérieur va l'emporter, et c'est là qu'il va devenir une géante rouge, et puis exploser par la suite. Et lorsqu'il va exploser, le Soleil va devenir ce que l'on appelle une nébuleuse. Vous avez une photo ici d'une nébuleuse, et une nébuleuse, en fait, c'est suite à l'explosion d'un Soleil, il va relâcher toutes ces particules qu'il a créées pendant sa vie, pendant la fusion nucléaire, donc comme je vous avais dit, il va créer toutes les matières, et lorsqu'il va exploser, il va disperser, relâcher toutes ces particules de matière dans l'espace, et donc ça va ressembler à ceci que l'on appelle une nébuleuse, et par la suite, toutes ces particules-là de matière vont se rassembler pour reformer finalement de nouvelles planètes et de nouveaux soleils, et même les êtres vivants qui peuplent les milieux de vie. Alors, encore quelques petites questions. Les questions, elles sont là pour vous apaiser. Moi, j'attends de vous que vous compreniez un maximum. J'ai conscience que j'essaye toujours de vous pousser le plus loin possible, que c'est beaucoup de nouvelles notions. Moi, je vous demande de faire un maximum d'efforts pour comprendre au mieux, essayer d'écouter avec une écoute attentive. Mais ces questions-là, c'est vraiment aussi pour vous dire le minimum du minimum que j'attends de vous. Euh, Après, forcément, je vous demanderai toujours d'aller un peu plus loin que cette base euh, qui est exigée dans les questions qui suivent maintenant. Alors, notre étoile est caractérisée comme eh bien, une naine jaune. Là, pour l'instant, notre Soleil, c'est une naine jaune, il est caractérisé comme ça.
Ça, vous devez le savoir. Vous devez aussi savoir, tant que j'y suis, que à la fin de sa vie, à un moment, il va s'effondrer sur lui-même et puis il va s'expandre. Quand il va s'effondrer, c'est parce que la gravité l'emporte. Et quand il va s'étendre, eh bien, c'est parce que l'énergie de fusion nucléaire, on va dire, l'emporte à son tour. Et lorsqu'il va s'expandre, parce que la force vers l'extérieur l'emporte, eh bien là, il va se transformer en géante rouge et puis en nébuleuse. Alors, ça aussi, vous devez savoir que la matière au sein de notre Soleil est à l'état de plasma. Ça, vous devez le savoir. Et le plasma est un état de la matière où il fait très chaud et la matière y est figée. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Car oui, c'est vrai qu'il y fait très chaud, mais la matière, elle n'y est pas figée comme un bloc de glace. Au contraire, la matière y est super agitée. Et notre étoile, le Soleil, est principalement composée de, bien, comme je vous l'ai dit, même si ça paraît étonnant, eh bien, notre Soleil, c'est principalement composé de gaz, d'hélium et d'hydrogène. Et la nucléosynthèse, c'est la formation des briques de base, comme on les appelle les atomes, qui vont constituer toutes les matières, planètes et êtres vivants. Eh bien, oui, la nucléosynthèse, c'est bien le phénomène qui a lieu dans le Soleil, qu'on appelle la fusion nucléaire, et donc c'est les fameux atomes d'hydrogène et d'hélium qui vont fusionner pour donner des atomes plus gros et finalement former toutes les matières qui nous entourent. Notre système solaire est composé de 8 planètes, nous allons les découvrir maintenant. Premièrement, nous allons parler des planètes rocheuses. Mot plus scientifique, c'est également les planètes telluriques. C'est bon de connaître ce mot-là, savoir que les planètes rocheuses s'appellent aussi les planètes telluriques. Alors, ces planètes-là, imaginez que le Soleil est ici, d'accord? Eh bien, elles sont au nombre de 4. Et donc, en partant du Soleil, la plus proche, c'est Mercure. C'est la plus proche du Soleil et c'est également la planète la plus petite de notre système solaire, comme on peut le voir sur la photo ici avec des ordres de grandeur. Ensuite, en partant du Soleil, il y a Vénus, qui est la planète la plus chaude. La plus chaude, non pas parce qu'elle est la plus proche du Soleil, parce que ce serait Mercure aussi, non, mais parce qu'en fait, Vénus, elle a une atmosphère, c'est-à-dire de l'air qui l'entoure, qui est principalement composé de CO2, de dioxyde de carbone. Et le dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il capture de la chaleur. Okay? Et c'est justement le fait que ce CO2-là qui entoure la planète Vénus capture la chaleur qui va faire que sa chaleur y est très importante. C'est, on pourrait dire, c'est pas on pourrait dire, c'est la planète la plus chaude de notre système solaire. Ensuite, il y a en troisième position la Terre. La Terre, planète formidable, planète, si des extraterrestres pouvaient nous observer, c'est assurément la planète qui serait la plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle contient de l'eau. C'est la planète de l'eau. Et l'eau, c'est la source de tout être vivant. Et donc, c'est pour ça que notre belle planète bleue contient toute cette variété d'êtres vivants grâce à l'eau qui est la source de toute vie. Ensuite, il y a la planète Mars, une planète de couleur rouge, avec de temps en temps des petites activités volcaniques, d'accord. Il y en a de moins en moins, mais on sait qu'en tout cas, il peut y avoir peut-être très rarement des éruptions volcaniques sur cette planète-là. Et d'après les scientifiques, il y aurait bon nombre de millions d'années, elle aurait pu également contenir de la vie car elle contenait de l'eau également il y a très longtemps. Et donc savoir 4 choses sur ces planètes-là. La première, c'est que ce sont des planètes composées de roches, donc de pierres on va dire, et de métaux, comme le fer, le magnésium, l'or, l'argent, qui sont des métaux aussi. Voilà, ça c'est une caractéristique des planètes rocheuses. Ce sont les 4 plus proches du Soleil. Forcément, vu qu'elles sont proches du Soleil, c'est là où il y fait le plus chaud. Et elles sont de taille plus petite comparées aux 4 autres planètes que l'on va voir maintenant.
Donc nous voyons à présent les 4 planètes suivantes qui sont les planètes gazeuses. Nous les appelons aussi planètes joviennes. C'est bon à savoir ce mot-là. Et donc, les 4 planètes gazeuses, eh bien, on pourrait dire que ce sont les 4 planètes les plus éloignées de notre Soleil. Et par ordre de grandeur, nous avons d'abord Jupiter. Jupiter, c'est la plus grande planète de notre système solaire. Ensuite, nous avons Saturne avec son grand anneau, certainement la plus belle planète à observer. Pas la plus intéressante, j'avais dit que la plus intéressante c'était la Terre, mais la plus belle dans sa forme, je vais dire, c'est peut-être celle-là grâce à son bel anneau. D'accord. Et ensuite, nous avons Uranus et Neptune. Uranus qui est particulière car, comme vous voyez, elle a un axe de rotation comparé à toutes les planètes qui tournent dans ce sens-là. Je vais dire, eh bien, Uranus, elle tourne sur un axe vertical. Et enfin, nous avons Neptune, la planète la plus éloignée de notre Soleil et également la plus froide. Il faut savoir que ces 4 planètes sont des planètes gazeuses qui sont composées d'hydrogène et d'hélium. Alors, petite particularité pour les deux dernières, Uranus et Neptune, vu qu'elles sont très très loin, eh bien elles se mettent à geler, vu qu'il y fait très très froid, et donc on les appelle aussi les géantes de glace. Donc, je vais dire, dans le cœur de ces planètes-là, c'est principalement à l'état de glace, mais il faut savoir qu'elles font quand même partie, toutes les 4, des catégories de planètes que l'on appelle gazeuses, c'est-à-dire composées d'hydrogène et d'hélium, et leur surface n'est pas solide comme sur la Terre, mais leur surface est gazeuse. En gros, si tu mets le pied dessus, eh ben, tu vas te faire engloutir dans un gaz. Ce sont les plus éloignés du Soleil, et vu que ce sont les plus éloignés du Soleil, il y fait beaucoup plus froid. Et il faut savoir aussi que comparé aux 4 autres planètes rocheuses, que l'on appelle aussi les planètes telluriques, eh bien les planètes gazeuses, que l'on appelle aussi les planètes joviennes qu'on est en train de voir, ce sont les plus grandes planètes. Elles sont beaucoup plus grandes que les planètes rocheuses. Donc pour vous donner une idée des dimensions, eh bien, comme vous le voyez, il y a le Soleil là qui est immense. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il représente plus de 99% de la masse de notre système solaire. D'accord? Donc ces planètes-là, toutes réunies, ça ne représente même pas 1% comparé à notre Soleil. Et comme vous le voyez, eh bien, les planètes rocheuses sont beaucoup plus petites que les planètes gazeuses que l'on voit ici à côté. Encore une fois, les questions pour vous aider à vraiment mettre l'accent sur ce qui est important à savoir. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Ça, vous devez savoir qu'il y en a 8. D'accord? Il existe 2 sortes de planètes, savoir me dire c'est lesquelles? Eh bien, il y a 4 planètes plus proches du Soleil qui sont les planètes rocheuses ou les planètes telluriques. Et enfin, il y a 4 planètes gazeuses que l'on appelle les planètes joviennes. Et je vous demande de savoir 4 différences qu'il y a entre ces 2 types de planètes. Eh bien, il y a leur taille. Les planètes rocheuses sont beaucoup plus petites que les planètes gazeuses. La distance par rapport au Soleil, eh bien, les 4 planètes rocheuses sont plus proches. Ensuite, la température, forcément, les planètes les plus proches du Soleil, il y fait plus chaud. Et leur composition, à savoir que les planètes rocheuses ou telluriques, eh bien, sont composées de roches et de métaux. Il y fait solide. Tandis que les 4 planètes gazeuses ou joviennes, eh bien, sont composées d'hydrogène et d'hélium, et leur surface n'est pas solide, mais leur surface est gazeuse, comme un nuage finalement. Encore quelques questions sur les planètes, et plus précisément sur la Terre. Quel type de planète est la Terre? Eh bien, c'est une planète rocheuse ou tellurique. C'est la 4e planète par rapport au Soleil, ça vous devez le savoir que c'est la 3e en partant du Soleil. Et donc, un peu de logique, la distance entre la Terre et le Soleil, elle est d'environ 150 millions de kilomètres. Qu'est-ce qu'il se passerait si
la planète Terre était plus proche du Soleil, eh bien, on carboniserait, on brûlerait, et la vie serait impossible. De la même manière, si la planète Terre était plus éloignée du Soleil, eh bien, il y ferait beaucoup trop froid pour que la vie puisse se faire, et nous gèlerions. Et aussi pour vous dire finalement, eh bien, la création elle est très bien faite, pour ne pas dire parfaite, c'est-à-dire que la Terre a été mise en orbite, c'est-à-dire qu'elle a commencé à tourner autour du Soleil, juste à la bonne distance, pile poil, pour que la vie puisse s'y opérer. Alors, une petite phrase mnémotechnique pour retenir l'ordre des planètes, c'est très simple. Vous avez une phrase à retenir et à partir de cette phrase-là, vous connaîtrez le nom et l'ordre des planètes par cœur. Retenez cette phrase-là. Me voici toute mignonne. Je suis une nébuleuse. Rappelez-vous, une nébuleuse, eh bien, c'est lorsque l'étoile arrive en fin de vie, qu'elle explose et qu'elle relâche toutes ses particules, eh bien, ça devient comme un grand nuage de gaz et de particules. D'accord, c'est même d'ailleurs très très joli à voir. Et donc retenez cette phrase-là, ça va vous permettre de retenir le nom et l'ordre des planètes. Me, ça commence par M, c'est Mercure. Voici commence par V, c'est Vénus. Et ainsi de suite. La Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ok? Donc ça à connaître aussi pour l'examen. Retenez cette phrase-là par cœur dans votre tête. Je vous laisserai peut-être un espace pour pouvoir la réécrire. Et à partir de cette phrase-là, en voyant chaque première lettre de chaque mot, vous devez savoir me restituer chaque planète dans le bon ordre à partir du Soleil. Nous allons à présent voir en un premier temps les satellites, d'abord dits naturels. La Terre comporte un satellite que l'on appelle la Lune. Et donc, la différence entre les satellites et les planètes, eh bien, c'est que les planètes, elles tournent autour du Soleil, tandis que les satellites naturels, eux, ils tournent autour de leur planète, d'une planète. La Terre, elle, elle a un seul satellite, que l'on connaît tous, qui est la Lune, mais ce n'est pas le cas pour toutes les autres planètes. Mercure et Vénus, elles n'en ont pas. Mais par exemple, Mars, déjà, lui, il en a deux de satellites. Mais plus étonnant, eh bien, lorsqu'on voit des planètes comme Jupiter ou Saturne, eh bien, ils en possèdent plus de 80 satellites, on pourrait dire 80 lunes, qui tournent autour de cette planète-là. De manière générale, on voit bien que finalement, une nouvelle caractéristique des planètes telluriques ou des planètes rocheuses, c'est qu'elles ont peu de satellites ou pas du tout. Tandis que les planètes gazeuses ou les planètes joviennes, eh bien elles possèdent beaucoup de satellites qui tournent autour d'elles. Par exemple, pour Jupiter, qui est pour rappel la plus grosse planète de notre système solaire, qui contient de mémoire 84 satellites, même si ça je ne vous le demanderai pas de le retenir. Mais donc on voit bien qu'ici, eh bien, elle a plein de petits satellites ici tout autour d'elle qui gravitent. Et là, on voit un peu tous les satellites. On pourrait dire avec leur axe de rotation, c'est-à-dire qu'ils tournent tous dans le même axe, dans le même plan, mais à des distances différentes de Jupiter. À ce niveau-là, moi je vous demande juste de retenir que les planètes n'ont pas spécialement un seul satellite, elles peuvent en avoir beaucoup plus, et que les planètes gazeuses possèdent beaucoup plus de satellites que les planètes rocheuses. Alors, on vient de voir les satellites naturels, nous allons à présent voir les satellites dits artificiels qui tournent autour de la Terre. Et c'est quoi ces satellites artificiels-là? Eh bien, ce sont les satellites construits par les mains de l'homme. Et oui, l'homme construit des appareils qui tournent autour de la Terre, finalement comme des lunes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plusieurs milliers de satellites qui tournent autour de la Terre. Je crois qu'il y en a plus de 3000, mais je ne saurais pas vous dire. Il y en a
principalement d'origine américaine, d'origine russe, mais il y a aussi, bon, finalement, tous les continents maintenant envoient des satellites autour de la Terre. Et la Belgique n'envoie pas elle toute seule des satellites, mais en tout cas elle participe à des projets européens pour envoyer des satellites également en orbite autour de la Terre. Alors, comment tournent-ils autour de la Terre, ces satellites-là? Comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des petits moteurs pour tourner autour de la Terre? Est-ce qu'ils sont télécommandés? Ben, pas vraiment, en fait. Comment ça se passe? Il faut savoir que déjà, les satellites, ils tournent autour de la Terre à une distance de 400 km. Donc en gros, je suis sur la Terre, je regarde vers le ciel, je monte à 400 km de haut et j'atteins la distance des satellites. D'accord? Les satellites, si on les lâcherait comme ça à 400 km de haut, eh bien, ils tomberaient vers la Terre car ils sont attirés par le centre de la Terre dû à la gravité. Un petit mot sur la gravité. La gravité, c'est quoi? C'est que plus un objet, plus une chose a une grosse masse, plus une chose est grande, plus elle va exercer une forte gravité. Et donc la Terre, vu qu'elle est très 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 grande, eh bien elle exerce une très très forte gravité sur tous les objets qui l'entourent et donc sur nous-mêmes. C'est pour ça que nous, quelque part, même si on ne s'en rend pas compte, on est attiré vers le centre de la Terre. Et lorsqu'on va par exemple sur la Lune, je ne sais pas si vous aurez un jour l'occasion de faire le test, mais en tout cas, il y a des cosmonautes qui l'ont fait pour nous. Et bien, lorsqu'ils vont sur la Lune, ils font des bonds de géants, car ils se sentent 3 fois plus légers. Mais pourquoi ils se sentent 3 fois plus légers? Eh bien, car la masse de la Lune, ou la taille de la Lune, pour faire simple, est 3 fois plus petite que celle de la Terre. Et donc, vu que la masse de la Lune est 3 fois plus petite que celle de la Terre, elle exerce 3 fois moins de gravité et donc elle les attire 3 fois moins fort vers son centre. C'est pour ça qu'on se sent 3 fois plus léger. Ok? Et donc revenons à notre Terre. Vu qu'elle exerce de la gravité sur tous les objets qui l'entourent, elle exerce également de la gravité sur le satellite. Si on le lâcherait bêtement, il tomberait sur le sol, il s'écraserait sur la Terre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter le satellite vers l'avant. Et on va voir qu'il va décrire une courbe comme ça. Et donc, si on le projette, pas assez fort, il va avancer, à un moment, il va se faire attirer, bam, il va s'écraser sur la Terre. Mais si à un moment, on le projette avec assez de puissance, eh bien, il va partir vers l'avant, il va être attiré en même temps, et il va décrire, comme vous le voyez, une courbe similaire à la courbure de la Terre. Et une fois qu'on l'aura projeté assez fort en avant, eh bien, il pourra continuer à orbiter, à tourner autour de la Terre sans s'écraser dessus. Alors, les satellites, eux, pour les lancer, eh bien, on utilise ce que l'on appelle des navettes spatiales ou des fusées, d'accord? Et ces fusées-là, eh bien, elles vont pas spécialement vers le haut comme on pourrait le croire, mais lorsqu'elles lâchent le satellite, elles sont plutôt en train de tracer à l'horizontale pour lâcher le satellite dans la bonne direction, d'accord? Et donc, pour cela, comme je vous l'ai dit tantôt, elles doivent décoller, être à une hauteur de 400 km de la Terre. Une fois qu'elles sont à cette hauteur-là, on pourrait dire qu'elles vont tracer en ligne droite. Et elles lâcheront le satellite à une vitesse à 27 600 km/h. Et donc les satellites, finalement, qui tournent autour de la Terre, ils vont très 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 vite à cette vitesse-là que je viens de dire. Et en fait, une dernière chose, eh bien, finalement, la direction que vous voyez ici qui est décrite par les satellites, d'accord, qui est finalement cette direction-là qui est de tourner autour de la Terre, eh bien, grâce à quoi ils prennent ces directions-là? Grâce à deux forces. La première force qui est la vitesse de projection qui est donnée par la fusée au satellite. S'il n'y aurait que cette force-là, la vitesse de projection, il faudrait vous dire que les satellites partiraient en ligne droite et se barreraient sur la planète voisine, Mars par exemple. D'accord? Mais vu qu'il y a une deuxième force qui joue en plus de la vitesse, qui est la force de gravité, eh bien, la combinaison, la fusion, comme m'ont dit certains élèves, des deux forces, c'était une bonne idée de dire finalement la fusion de la force de gravité vers le centre et de la vitesse
vers l'avant, eh bien la fusion, la combinaison de ces deux forces, eh bien c'est le résultat de cette fusion va avoir une direction, une nouvelle force qui aura une direction dans de cercles comme ça, similaire à la courbure de la Terre. D'accord? Donc retenez que finalement, l'orbite des satellites, d'accord, la direction des satellites, c'est le résultat de la combinaison de deux forces, la vitesse de projection et la gravité qui l'attire vers la Terre. Alors à quoi ça sert ces satellites-là? Eh bien, vous devez connaître tout de même quelques utilisations de ces satellites. Première chose, ils servent à nous donner la météo. Grâce à ces satellites-là, on prend des données de l'atmosphère et autres qui va nous permettre de prévoir en partie la météo. Vous l'aurez compris, c'est loin d'être une science sûre à 100%. Mais également, c'est grâce à ces satellites-là que l'on peut s'envoyer des ondes, que l'on peut communiquer par téléphone, que l'on peut avoir accès à un réseau Internet, mais également que l'on peut avoir des indications GPS pour naviguer d'un endroit à un autre. Et enfin, encore une utilisation, c'est l'observation. D'une part, les satellites peuvent se mettre très haut et observer ce qu'il se passe sur la Terre, par exemple comme Google Earth, qui nous permet de donner une image de la Terre, des continents, etc. Mais ça nous permet également d'observer l'univers si on regarde dans l'autre sens, pour observer les autres planètes et finalement les autres galaxies qui nous entourent. Grâce à ces satellites-là, on a pu avoir de très belles photos, notamment de notre galaxie voisine qui s'appelle la galaxie d'Andromède. Alors il faut savoir aussi qu'il y a d'autres utilisations plus vicieuses. Les êtres humains aujourd'hui, les armées, les États qui s'affrontent les uns contre les autres, eh bien, ils vont utiliser ces satellites-là, notamment pour espionner, on va dire, les ennemis. Encore une fois, quelques questions pour savoir vraiment ce que j'attends de vous. Et avant de passer aux questions, j'intègre un nouveau mot de vocabulaire, un astre. Qu'est-ce que c'est un astre? Eh bien, c'est très simple. Un astre, c'est un objet céleste, c'est-à-dire un objet quelconque de l'univers. Donc, tout ce qui se trouve dans l'univers, en gros, que ce soit les planètes, que ce soit les satellites, que ce soit même des morceaux de cailloux, on verra juste après qu'il y a des morceaux de cailloux, de roches qui flottent dans l'espace, eh bien tout ça c'est ce qu'on appelle des astres. Des astres, ce sont des objets qui sont dans l'univers. Donc petite devinette, d'abord notre système solaire, il est composé de 8 planètes, on l'a déjà dit tout à l'heure, et d'une étoile que l'on appelle le Soleil. Okay. Et notre système solaire est composé de différentes sortes d'astres. Donc je vous ai dit que tout objet qui se trouve dans l'univers a le nom d'astre, mais on va voir qu'il y a différents types d'astres. Il y a dans notre système solaire un astre lumineux, appelé aussi étoile, c'est le Soleil. Le Soleil est un astre dit lumineux, qui envoie de la lumière. À l'inverse, il y a des astres qui n'envoient pas de lumière, des astres non lumineux qui tournent autour du Soleil, ce sont les planètes. Et enfin, d'autres astres non lumineux qui, eux, ne tournent pas autour du Soleil, mais tournent autour des planètes, ce sont les satellites, comme la Lune. Dernière chose à voir dans le cadre de ce cours, eh bien, c'est d'autres astres, finalement, d'autres objets, d'autres rochers, on va dire, qui tournent autour de notre Soleil. Et donc, c'est une série de gros cailloux, on va dire, qui tournent entre Mars et Jupiter, qui tournent autour du Soleil, et on appelle ça la ceinture d'astéroïdes. D'accord? Donc, une ceinture d'astéroïdes, finalement, c'est comme une ceinture qui entoure le Soleil entre Mars et Jupiter. Et donc, ces astéroïdes-là, c'est quoi? Eh bien, ce sont des énormes rochers, on pourrait dire. Okay, et ces énormes rochers-là, eh bien, ils sont toujours là, autour de nous, en rotation,
autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Ensuite, un peu plus loin, comme vous voyez ici, il y a Neptune, la planète la plus éloignée. Eh bien, au-delà de Neptune, il y a une autre ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper, d'accord? Et la ceinture de Kuiper, eh bien, c'est, on va dire, un grand disque qui contient plein de comètes. Et les planètes, les comètes, pardon, c'est un peu comme les astéroïdes vus précédemment. Ce sont des objets qui tournent autour du Soleil. Mais la différence, c'est déjà qu'ils sont beaucoup plus loin. Et vu que ces comètes-là sont beaucoup plus loin, eh bien, elles ne sont pas à l'état de roche, mais ce sont, on pourrait dire, plutôt des gros blocs de glace. Vu qu'il y fait beaucoup plus froid, eh bien, elles sont à l'état de glace. C'est ça la différence entre les comètes et les astéroïdes vus précédemment. Comme vous voyez ici une petite image des genres de blocs de glace qui flottent dans l'espace loin du Soleil. Alors ici c'est une belle image prise d'une comète. En fait, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'en fait ces blocs de glace là, lorsqu'ils se rapprochent du Soleil, eh bien il se passe un phénomène qui s'appelle la sublimation. La sublimation, c'est quoi? C'est lorsque la glace à l'état solide passe directement à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide, comme c'est le cas chez nous. Ici sur Terre, tu prends un glaçon, tu vas le chauffer, il va d'abord devenir liquide, et puis seulement il va devenir gazeux. Eh bien les comètes, dues à différentes conditions que je ne vais pas détailler maintenant, mais les comètes, elles sont à l'état solide, et lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, ce qui n'est pas fréquent. Comme je vous l'ai dit avant, elles tournent autour de leur ceinture de Kuiper, mais des fois, elles sont déviées vers le Soleil. Et donc, lorsqu'elles se rapprochent du Soleil, à ce moment-là, la glace va passer de l'état solide à l'état gazeux directement. C'est ce qu'on appelle la sublimation, qui donne finalement quelque chose de sublime. Alors, lorsque, que ce soit les comètes que je viens de voir, qui réalisent la sublimation, des blocs de glace très éloignés, ou lorsque ce sont les astéroïdes, des roches un peu plus proches qui tournent autour du Soleil entre Mars et Jupiter, eh bien, lorsque ces deux astres-là, lorsque ces deux corps célestes-là se rapprochent de la Terre, ce sont des choses qui peuvent arriver, notamment lorsque, par exemple, ils rentrent en collision l'un contre l'autre. Eh bien, lorsqu'ils rentrent en collision l'un contre l'autre, eh bien, il y a des petites projections, il y a des petits débris de ces astres-là, de ces roches-là, qui vont être projetés un peu dans tous les sens, et notamment qui peuvent arriver sur la Terre. C'est pour ça qu'ils vont quitter leur ceinture autour de laquelle ils tournent, et vont être déviés vers la Terre suite à cette collision-là. Et ces roches-là, ces corps célestes-là, lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère, eh bien, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de crasse, et donc ça va faire quoi? Ça va entraîner beaucoup de frottement sur ces corps célestes-là. Et lorsque les astéroïdes ou les comètes subissent les forces de frottement dues aux crasses et aux poussières, eh bien, ça va les faire chauffer très 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 fort jusqu'à ce que finalement ils s'enflamment. Et en s'enflammant, eh bien, déjà d'une part, leur taille va réduire, mais d'autre part, eh bien, on va voir qu'ils vont carboniser. D'ailleurs, lorsqu'on retrouve ces petits cailloux-là sur la Terre, c'est des débris de comètes ou d'astéroïdes, et on ne les appellera plus des comètes ou des astéroïdes, mais à ce moment-là, on les appellera des météorites. Et d'une part, ils sont beaucoup plus petits car ils ont été consommés par la carbonisation, et en même temps, on va avoir toujours une croûte noire tout autour, c'est la croûte de fusion due justement à la chaleur engendrée par
les forces de frottement. Donc comme je l'ai dit, ces petits cailloux-là, ce ne sont plus des comètes ni des astéroïdes, mais on les appelle des météorites. Et finalement, la fin des dinosaures, c'est dû à un énorme météorite qui s'est abattu sur la Terre à ce moment-là. En fait, c'était un météorite de plusieurs kilomètres de diamètre, okay, plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, donc très 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 grand. On pourrait peut-être dire, pour donner une image, toute la province de Liège, un météorite de la taille de toute la province de Liège qui s'est écrasé sur la Terre. Et donc, suite à cette explosion, ça a fait énormément de poussière. Il y avait tellement de poussière que pendant un long moment, la lumière du soleil ne pouvait plus arriver sur Terre. Vu que la lumière du soleil ne pouvait plus arriver sur Terre dû à cet énorme nuage de poussière, eh bien, les végétaux qui ont besoin de lumière pour vivre et se développer ont commencé à faner et à périr. Il n'y avait plus de plantes, plus de fruits, plus de légumes, et donc plus de nourriture pour les petits dinosaures. Et donc les petits dinosaures qui n'avaient plus de nourriture, ils ont commencé à mourir. Et vu que les petits dinosaures ont commencé à mourir, les plus grands dinosaures qui mangeaient les petits, eh bien, ils ont commencé à mourir également par la suite. Et donc, voilà pourquoi ça a été l'extinction de nos dinosaures. Une autre petite chose, si vous avez eu la chance d'avoir déjà observé des étoiles filantes, eh bien, en fait, c'est quoi les étoiles filantes? Ce sont des météorites qui traversent notre atmosphère, et finalement, pourquoi est-ce qu'on les voit brillants comme ça? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils sont en fusion, parce qu'ils sont enflammés, et c'est ça qui donne l'impression que on dit d'ailleurs une étoile filante, comme si c'était une étoile qui filait, mais c'est pas du tout une étoile, ce sont plutôt des roches en fusion, en train de brûler. Et pourquoi est-ce qu'on les voit souvent quelques secondes, les étoiles filantes, et puis on les voit disparaître? Parce que la plupart des météorites qui pénètrent dans notre atmosphère se désintègrent complètement avant d'arriver sur la surface du sol. Il n'y a qu'une petite partie qui était assez gros au départ, qui ont pu arriver sur le sol sans être complètement désintégrées. Respirez, nous arrivons tout doucement à la fin, et donc pour cette fin, j'aimerais vous dire une dernière chose sur justement les météorites, qui sont des résidus, je vais dire, de comètes et d'astéroïdes qui se sont écrasés sur la Terre. Ils intéressent beaucoup les scientifiques. Pourquoi? Eh bien pour deux choses. La première chose, c'est qu'il faut savoir que les comètes et les astéroïdes, ils étaient là avant tout le monde. C'est-à-dire qu'ils étaient là avant les premières planètes de notre système solaire. Et ils n'ont pratiquement pas changé. Du coup, eh bien, lorsqu'on étudie les météorites qui sont atterris sur Terre, c'est comme si on étudiait notre planète ou les planètes qui nous entourent dans leur état qu'elles étaient au tout début de leur apparition. Donc voilà, ça nous permet de mieux comprendre les origines de notre système solaire. Leur départ, comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. Car au final, on dit aussi que les météorites, eh bien, ce sont des morceaux de planètes ratées. Car au départ, nos systèmes solaires, ce n'étaient que des météorites, que des énormes morceaux de cailloux qui tournaient autour du Soleil. Et petit à petit, ils se sont agglutinés pour former les 8 planètes de notre système. Et parmi tous ceux-ci, eh bien, il y en a qui n'ont jamais su s'agglutiner avec les autres et qui sont restés séparés. Et donc, on pourrait dire que ce sont des planètes ratées. Mais en même temps, c'est intéressant parce que finalement, eh bien, eux, ils sont restés dans leur état dans lequel ils étaient au tout début de la formation de notre système solaire. C'est pour ça que ça nous intéresse d'étudier leur composition. Une deuxième chose, lorsqu'on les observe au microscope, on voit qu'il y a des molécules que l'on appelle les acides aminés. Les acides aminés, ce sont des petites parties des protéines, on pourrait dire, c'est la chaîne de base des protéines. Donc, retenez juste à notre niveau que on retrouve des molécules que l'on appelle acides aminés dans les météorites. Et ces acides aminés-là, ce sont des molécules spécifiques
que l'on retrouve uniquement dans les êtres vivants. Et donc, peut-être qu'en étudiant les acides aminés qui sont contenus dans les météorites, ça va nous permettre de percer les mystères de la création des êtres vivants. Ça va nous permettre peut-être de mieux comprendre comment sont apparus les premiers êtres vivants sur Terre. Donc voici deux raisons pourquoi les météorites nous intéressent. D'une part, ça nous en apprend sur l'origine de nos planètes et de notre système solaire, et d'autre part, ça nous en apprend aussi sur l'origine des êtres vivants. Voilà, soyez prêts. Moi, j'investis forcément beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour réaliser ces vidéos-là. J'ai bien conscience que vous n'êtes peut-être pas tous à vocation scientifique, que c'est peut-être pas la priorité de vos soucis, le cours de sciences, mais néanmoins, je vous laisse tranquille toute l'année. Je ne vous demande pas de travaux, je ne vous demande pas d'étudier pour les interros, et en général, ça se passe bien même sans étudier. Je ne suis pas trop exigeant, on va dire, au cours de l'année. Par contre, pour l'examen, sachez que je le suis beaucoup plus. J'attends de vous au minimum que vous regardiez une fois complètement chaque vidéo que je vais réaliser le plus concentré possible. Ça, c'est vraiment très très important. Et donc, j'attends de vous, non pas d'être des lumières, mais j'attends de vous de faire des efforts. Sachez que, même si vous vous en rendez pas compte, je vous connais tous. Au mieux, j'essaye de évaluer les compétences. Je sais que certains élèves ont plus de facilité que d'autres, et ce n'est pas un problème. Attention que les élèves qui ont plus de facilité que d'autres, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais c'est juste une question d'entraînement en fait. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que plus vous allez entraîner votre cerveau, plus il va devenir performant. Ça, c'est comme ça. C'est pas, si aujourd'hui vous avez du mal à comprendre certaines choses, ou vous avez du mal à retenir certaines choses, c'est pas du tout parce que vous êtes bête ou quoi, parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui se croient bêtes, non. C'est juste qu'ils sont pas beaucoup entraînés durant leur jeunesse, durant leur scolarité. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il faut savoir que notre cerveau, eh bien, il est composé de neurones qui sont interconnectés. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que vous allez faire un effort, à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose, que ce soit une connaissance scolaire ou même que ce soit un geste technique dans le sport ou dans votre travail professionnel, eh bien, à chaque fois, on peut observer une connexion qui s'établit entre vos neurones. Et donc, lorsque des connexions s'établissent, on pourrait dire que finalement, votre cerveau se développe et votre intelligence augmente. Et donc c'est ça qui est très important à comprendre les gars, c'est que faites des efforts pour développer votre intelligence. Moi c'est ce que j'attends de vous. J'attends de vous non pas que vous connaissiez toute la matière parfaitement, mais j'attends de vous que vous fassiez le maximum d'efforts pour préparer cet examen-là. Regardez la vidéo, soyez concentrés, n'hésitez pas à revenir à poser des questions. Et en principe, tout va bien se passer. Moi, à partir du moment où tu évolues, où tu me montres que tu fais du mieux que tu peux, que tu t'investis un minimum pour mon cours, c'est-à-dire au moins regarder les vidéos avant de venir à l'examen, d'office, sois rassuré, je te ferai réussir. Et je le vois tout de suite quand les étudiants ont préparé l'examen ou pas. Je le vois tout de suite quand ils ont regardé les vidéos ou pas. Je le vois sur leurs feuilles. Donc voilà, faites le minimum syndical comme on dit, et ça se passera bien. Je crois en vous, je crois en votre potentiel, et finalement mon boulot c'est un peu ça, c'est de développer votre potentiel qui sommeille, qui dort en vous, même si des fois ça peut être désagréable dans la vie. Il ne faut pas faire que ce qu'on veut, il faut des fois faire des choses qu'on n'a pas envie de faire si on veut évoluer. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de vos proches et que la paix soit sur vous.